Bonjour Anne-Laure, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. C'est mon plaisir à moi. Merci de m'avoir invité. On va parler de toi. D'abord, je vais commencer à lire ce que j'ai préparé sur toi et puis après, on va te laisser te présenter. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Laure Grand, qui est Chief Operating Officer B2B Monde chez Decathlon. Après avoir dirigé pendant près de 3 ans Decathlon Pro, la branche B2B France du groupe. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse la branche B2B et j'ai hâte que tu nous racontes. Anne-Laure, elle est ingénieure de formation, avec plus de 15 ans d'expérience au sein du groupe Decathlon, où elle a piloté des projets stratégiques à grande échelle comme la supply chain, l'IT, la data, la transformation digitale, la fidélisation client et désormais la croissance B2B à l'international. Après avoir dirigé des opérations du plus grand marché B2B de Decathlon, c'est-à-dire la France, avec plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle a pris la tête du B2B global avec pour mission d'industrialiser, de modéliser et de mettre à l'échelle tous les leviers nécessaires pour tripler le chiffre d'affaires du groupe pour 2030. Avant cela, elle a relancé le programme de feed et d'engagement France couvrant 330 magasins et plus de 20 millions de clients, avec un fort impact sur la data, bien sûr, le marketing et la Customer Lifetime Value. Elle a également dirigé des équipes digitales logistiques dans 83 entrepôts Decathlon à travers le monde. Elle a enfin été membre du conseil pays Decathlon France pendant 5 ans. Pardon, Decathlon Inde. Decathlon Inde. Ouais, Decathlon Inde. Pendant 5 ans, accompagnant la vision et la stratégie nationale du groupe. Alors justement, est-ce que toi, tu peux te présenter ? Donc j'ai 43 ans, je suis une passionnée de sport, j'ai fait beaucoup de basket, ma dernière année j'étais en National 2, j'ai fait des études en logistique à l'époque. À Lyon ? À Lyon, c'était vers les années 2000, la logistique sortait pour aller vers de la value chain déjà à l'époque, et moi j'avais envie d'aller dans quelque chose qui bouge, dans lequel aussi il y avait de l'emploi, et sur des dimensions un peu internationales et complexes, et donc je me suis inscrite dans cette démarche-là, et en sortant j'ai découvert que l'entreprise française qui promouvait le sport, Decathlon, avait ses entrepôts. Et donc, c'est naturellement que j'ai postulé chez Decathlon à Lyon. Voilà. Et donc, j'ai commencé en étant responsable d'une équipe opérationnelle dans un entrepôt pour livrer la marchandise des magasins. Et à l'époque, c'est toujours le cas d'ailleurs, je pense, Decathlon offrait la possibilité aussi de se tester au management très tôt. Donc à 22-23 ans, on m'a confié une équipe de magasiniers et de se débrouiller à créer un projet avec eux, recruter, animer l'équipe. Donc j'ai commencé comme ça, 2 ans et demi, on va dire, opérationnel. Et pour faire le lien avec notre sujet du jour, j'ai vu l'e-commerce arriver. Et donc Decathlon s'est lancé dans cette transformation e-commerce à cette époque. Et donc moi, j'ai commencé à travailler sur comment changer notre modèle pour aller être capable d'adapter nos process pour faire du e-commerce. Et donc j'ai travaillé à la fois sur du management opérationnel, mais aussi un peu sur des projets liés au e-commerce. Et donc on m'a proposé de rejoindre des équipes pour vraiment travailler plein temps sur des projets. Et moi, j'avais envie d'aller vers des projets peut-être moins locaux, là où à Lyon, on était sur notre équipe, et d'aller justement commencer à se tester sur des projets plus internationaux, avoir un impact plus global et puis aller sur tout simplement des projets plus complexes. Donc j'ai utilisé cette expérience managériale opérationnelle pour les mettre au service finalement de l'ensemble des entrepôts. À l'époque, on en avait 24 pour améliorer les gestes, mettre en place plus de digitalisation au sein des entrepôts. On commençait l'automatisation à l'époque. Les entrepôts étaient plutôt au début, des gens pensaient que voilà, les cartons, des étiquettes. Et très vite, là, dans les années 2010, on a commencé à beaucoup digitaliser les entrepôts qui sont aujourd'hui pour moi des vraies machines industrielles avec des trieuses, des convoyeurs, des grosses mécanisations. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, on m'a après proposé de prendre la responsabilité de l'équipe dans laquelle j'étais. Donc là, je suis repassée sur de l'animation et du leadership. Donc, j'étais en charge des process pour la logistique pour Decat. Et puis après ça... C'est en quelle année que tu es partie de Lyon à Lille, du coup ? Alors, c'était en 2008, je me souviens, parce que c'était l'époque de Bienvenue chez Echti, tout pile. Et donc, moi, étant de Lyon, les gens me disaient, mais pourquoi tu pars à Lille ? Mais qu'est-ce que tu vas faire à Lille ? Et donc, c'est sorti juste après, donc c'était assez drôle parce que j'ai vécu pas mal de choses qui sont dans le film, entre autres le fait de prendre une grosse pluie le jour de mon arrivée. Et puis pour moi, Decathlon, c'était Lille, de toute façon, puisque toutes les équipes centrales et mondes sont à Lille. Donc voilà, je suis partie de ma région lyonnaise pour aller à Lille avec grand plaisir, parce que c'est une très belle région. Et puis pour moi, ça me permettait d'envisager tous les possibles, justement, sur le fait d'avoir une vue cross de l'entreprise
qui très tôt pour moi était quelque chose que je souhaitais faire, à la fois de me tester en management, mais aussi de découvrir un peu toutes les composantes de l'entreprise. En t'écoutant, je fais le lien entre la logistique, l'évolution de la logistique, l'évolution du e-commerce. On voit bien que moi, je suis arrivée par le e-commerce côté tech. Donc en fait, j'avais plutôt la vision front, tu vois, c'est-à-dire comment Internet a fait évoluer les sites e-commerce, comment la rapidité, donc d'abord du réseau, parce que si tu as un réseau tout pourri, les sites e-commerce, ça rame, donc en fait, t'as pas envie d'acheter. Puis après, toute la partie expérientielle. Mais j'ai découvert après que ça, c'était simple. Que la complexité, elle était chez toi. Exactement. Dans la gestion de la logistique et dans la gestion des entrepôts. Et moi, je l'ai vu arriver à l'inverse, où en effet, on est venu me voir, on était habitué à envoyer, par exemple, donc moi, j'étais sur les volumineux vélos, donc typiquement, j'avais une équipe que d'hommes, donc 15 personnes animées. Les volumineux et vélos. Voilà, donc tous les produits d'investissement, tout ce qui était lourd en fait. D'accord. Donc toutes les machines de fitness, tout ce qui était carton complet assez lourd et les vélos qui sont assez difficiles à manipuler parfois. Et donc typiquement dans les vélos, il y avait les vélos enfants qui étaient envoyés dans les magasins par deux, un carton avec 2 vélos. Bon, quand on a commencé à faire du e-commerce et à recevoir des commandes de 1, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et donc moi j'ai eu à travailler là-dessus et ça a été passionnant, et pour moi on est en train de vivre une deuxième transition de ce type, on en parlera peut-être tout à l'heure, où en fait on a dû complètement changer notre manière de travailler pour s'adapter à des besoins de e-commerce. Et donc, ça m'a plu de travailler à la fois sur nos outils, donc le WMS en entrepôt, la solution, le Warehouse Management System, donc la solution qui nous permettait de travailler, et puis les gestes, tout simplement, avoir des cartons adaptés. Quand j'ai 2 vélos dans un carton, j'en prends un, qu'est-ce que je fais de celui qui reste, etc. etc. Donc, toutes nos méthodes de travail étaient faites pour être optimisées à livrer des magasins. Et on a dû tout changer pour être capable, en plus, parce qu'on n'a pas arrêté, de faire aussi du e-commerce de manière la plus optimisée possible. Et donc, c'est les mêmes entrepôts qui gèrent l'approvisionnement des magasins et l'approvisionnement du particulier? Ouais, alors à l'époque, oui, parce que le choix stratégique de Decathlon, ça avait été de dire on ne veut pas multiplier les stocks. Parce qu'il y a un gros enjeu dans la value chain globalement de stock aussi et de valeur de stock. Et donc, la figure imposée, en tout cas sur cette première phase, ça avait été de dire on utilise le même stock, donc oui, on repousse à la fin ce qui est spécifique au e-commerce. Donc on savait que ce ne serait pas le Amazon, on ne serait pas les plus optimisés d'un point de vue organisationnel dans nos entrepôts, mais on assumait que ça valait le coup pour partager le même stock et arriver à être déjà bon. En logistique, on regarde beaucoup coût, qualité, délai, déjà sur ces ratios, d'être correct pour scaler après. Et justement, tout à l'heure, tu disais, parce que moi, c'est vrai que pour le coup, la partie logistique, c'est pas mon domaine, mais je trouve ça hyper intéressant. Tu disais, il y a eu déjà un premier gros changement il y a 15 ans, je te parlais de 2010. Comment tu pourrais expliquer justement ce gros changement pour quelqu'un qui connaît pas bien le monde de la logistique entre ces deux périodes? En fait, il y en a eu vraiment pour moi à 2 niveaux. Il y a eu le fait que la logistique, qui en effet était un moyen de faire du commerce, est devenu un prérequis et un enjeu stratégique très fort. Donc ça a été très fortement lié au e-commerce, mais plus globalement à l'omnicanalité, parce qu'on a voulu commencer à aller sur des touchpoints complètement différents, à rajouter potentiellement de la personnalisation, des niveaux de délai différents, etc. Et puis le marché nous a poussé à ça, les autres arrivant. Bien sûr. Et on voit un certain nombre de retailers qui n'ont pas réussi d'ailleurs à prendre ce virage. Voilà. Et donc d'arriver à être en avance pour s'adapter et de faire de la logistique, mais plus globalement d'ailleurs de la supply, parce que la logistique, c'est l'exécution de la commande. La supply, c'est aussi tout ce qui se passe avant pour avoir le stock au bon endroit. Et donc, on est très liés parce que si on n'a pas le stock au bon endroit avec les bonnes quantités pour anticiper toutes les promotions qu'on pourrait faire, etc., on ne fait pas notre chiffre. Et si on a tout ça, on a notre stock au bon endroit, mais qu'on n'est pas bon dans l'exécution, le client, à la fin, en termes d'expérience, de NPS, il n'est pas content du tout. Et puis, de nouveau, les acteurs du marché arrivent souvent avec des chaînes de valeur qui ont été travaillées pour leur business model, alors que nous, on avait dû transformer le nôtre. Et moi, ce que je constate là c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui c'est plus difficile de transformer leur modèle plutôt que d'en créer un nouveau. Et donc, on se retrouve en concurrence avec des gens qui créent des modèles from scratch. J'ai commandé il n'y a pas longtemps un matelas Emma où les gens, ils vendent 5, 6, 20 références et puis ils le font super bien. Donc, on se retrouve face à des concurrents, pour pas nommer
ou des marques Oka ou autres, voilà, pour aller revenir sur le sport, qui sont très bons sur leur segment. Donc nous, on avait un enjeu à se transformer en tant que généraliste. Donc ça, c'est le premier point sur le côté stratégique. Et puis après, le côté digital, pour le coup, qui est vraiment rentré dans les entrepôts. Ce que je disais, on est passé d'un entrepôt un peu vu comme vieillissant. Moi, quand j'ai commencé mes études là-dedans, c'était un peu vu comme Robert, le transporteur, qui a des cartons et qui les bouge, à quelque chose de très complexe, international. Nous, une des particularités de notre chaîne de valeur chez Decathlon, c'est un peu comme Ikea, c'est qu'on assume de le faire du début à la fin. Donc, on maîtrise toute notre chaîne de valeur, des bassins de production jusqu'à nos zones de distribution. Et ça, c'est à particulier et ça met une grosse complexité. J'avais beaucoup travaillé avec SAP. Des fois, quand on leur disait ce qu'on faisait, ils nous disaient « mais... » Vous êtes compliqué. Vous êtes compliqué parce que souvent, c'était plutôt les industriels qui arrivaient à avoir ce niveau-là, mais ils n'avaient pas la partie commerce, alors que nous, on va jusqu'au bout du commerce. Donc voilà, pour moi, il y avait une notion de digitalisation et d'automatisation. Donc moi, j'ai travaillé sur des mises en place de trieuses pour automatiser certains gestes et être beaucoup plus précis dans ce qu'on envoyait au magasin, mais aussi sur des grosses mécanisations qui permettent aujourd'hui de traiter beaucoup de commandes de manière sans avoir à recruter non plus des dizaines et des dizaines de personnes sur un temps très court, qui est un enjeu humain très fort, et donc de dégrader notre service finalement. Donc de permettre pour une entreprise qui grossit, tout simplement d'exécuter correctement pour aller au bout et générer son chiffre d'affaires. Donc pour moi, c'était les deux. Il y avait vraiment cet aspect stratégique qui est devenu la logistique, en particulier avec le e-commerce, parce qu'il faut aller vite. Bien sûr. Et puis d'aller là où le client veut être livré, c'est aussi un gros enjeu. Donc c'est devenu un enjeu de l'entreprise beaucoup plus fort. Et puis tout simplement le développement de Decathlon. Moi, je suis arrivée en 2006, de vouloir se déployer dans beaucoup de pays. Moi, je suis arrivée, il y avait 24 entrepôts. Et maintenant, on a plus quasiment 80. Parce que Decathlon, sur les 10 dernières années, est allé beaucoup à l'international hors Europe. Et donc, il faut de l'approvisionnement, il faut des entrepôts. Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance aussi de travailler beaucoup sur ça, d'aller en pays un peu partout, en Chine, au Brésil, en Inde, beaucoup, pour accompagner ce développement. Et à chaque fois, on met un magasin, mais tout de suite derrière, un site internet et un entrepôt pour exécuter la commande. Absolument. Ouais. Et alors, comment on bouge vers le monde de la fidélité ? Parce que la carte de fidélité de Decathlon, je ne sais pas si les chiffres étaient bons, il y a 20 millions d'encartés en France, c'est ça ? Alors on ne donne pas trop des chiffres, mais en tout cas, en nombre de clients qu'aujourd'hui qui pourraient avoir un compte Decathlon, pas forcément actif, mais qui à un moment ont eu une carte Decathlon, on est proche de ça, quasiment... une bonne partie des Français. Mais surtout, l'enjeu, j'ai fini, on va dire, un peu mon cursus, moi, au bout de 15 ans. Je me suis dit, voilà, j'avais envie, après la log, la supply, le digital, d'aller sur quelque chose avec un impact client plus direct. Et donc, chez Decathlon, on peut faire ça. On peut dire, j'ai envie de changer un peu et de changer de domaine. Je l'avais fait 3 fois. Là, j'ai envie de partir sur quelque chose plus commerce. Et puis, on m'a offert l'opportunité. C'est quelqu'un qui m'a proposé, qui était en charge de la transfo digitale de la France, et qui m'a dit, ouais, je te verrais bien là-dessus. Et donc, il m'a proposé. Donc, je lui dis quoi ? Il m'a dit, on voudrait relancer le programme de fidélité qu'on avait arrêté en 2018 et pour lesquels on avait vu les conséquences, entre autres une baisse de l'identification assez forte, forcément. Tu sais plus qui achète. Voilà, du coup, on ne sait plus qui achète. Et donc, moi, je ne connaissais pas du tout ces notions d'activation, de marketing, de CRM, de CLV, le churn, enfin, toutes ces notions-là, je les connaissais, mais alors pas du tout. Et donc, j'ai dit à la personne, mais je pense que je suis la personne la moins adaptée à ce que tu veux faire, finalement. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé avant, donc on se connaissait bien. Et donc, mais je lui ai dit, mais si tu penses que j'ai les qualités pour faire réussir le projet, moi j'ai envie d'y aller, quoi. Et je lui dis, et donc il m'a présenté sa stratégie. Je lui dis, je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Je pense que je connaissais tellement pas le domaine. Il m'a dit, on va faire du churn. Et donc, mais j'avais envie d'y aller. Moi, j'y vais souvent. Tu me posais la question en termes de leadership. Moi, j'y vais pour des aventures humaines avant tout. Donc j'ai eu la chance à chaque fois quasiment... Tu vas nous raconter après le lien avec le basket. De choisir soit mes équipes, soit mes patrons, et qu'on me propose des choses et de me dire j'ai envie d'y aller ou pas, et de participer à un projet. Et là, tu sentais le truc. Et là, je sentais le truc. Et le deuxième truc, quand il me l'a présenté, j'ai pas compris le programme de fidélité tout de suite, toutes les notions, mais ce que j'ai compris, c'est que ça, en fait, ça s'inscrivait dans une stratégie beaucoup plus large, en fait, d'écosystème pour nos clients, et de dire comment on va faire en sorte de proposer à nos clients tout un tas d'expériences, de produits évidemment, mais aussi de contenu. Donc c'était sur un triptyque produits, services, contenu, et de dire Decathlon, ce ne sera pas que des magasins ou un site e-commerce, ce sera bien plus que ça.
Et ça m'avait parlé de dire, justement, je pense qu'on peut être à une nouvelle phase de l'entreprise, à dire on sait bien faire du magasin, on sait bien faire du e-commerce. Ça, on avait vraiment gapé là-dessus. Mais de dire maintenant qu'est-ce qu'on propose et comment on fait en sorte de rester désirable et d'avoir une singularité. Et on avait beaucoup grossi sur différentes choses. On avait sorti des applications expérientielles. Et donc, c'était dire comment on rend ça plus facile d'accès pour nos clients, parce que c'était pas toujours lisible. Il y avait des applis qui étaient sorties, mais le client était un peu perdu dans tout ça. Et moi, ce que j'avais voulu faire, c'était dire, OK, on va en faire la pierre angulaire, en fait, de cette stratégie pour donner accès à nos clients, leur faire comprendre qu'ils peuvent accéder pas que à des produits, mais à des services et des contenus aussi. Et finalement, leur proposer des solutions qui facilitent leur vie au quotidien. Aujourd'hui, moi, je connais que l'appli Decathlon Coach. Il y en a d'autres? Ouais, il y a Decathlon Outdoor, il y avait Decathlon Activities aussi. Et puis, dans le programme de fidélité, pour le coup, maintenant, on a accès aussi à des partenaires. Ça, c'était une autre chose. C'est-à-dire, on voulait moins faire tout nous-mêmes, mais avoir des partenaires tiers de confiance avec qui on avait vraiment envie de bosser, qui partageaient nos valeurs. Quand tu dis des partenaires, c'est quoi? C'est des marques? Non, ça peut être aussi expérientiel. D'accord, donc une salle. Une salle, des solutions pour faire du vélo dans son garage sans sortir, des solutions de nutrition, des solutions de santé, de conseils pour en effet préparer par exemple un marathon. Decathlon Coach, c'est bien, mais on a aussi d'autres solutions un peu plus poussées sur la performance. D'accord. Voilà. Et donc qui sont toutes des applis gratuites ou oui, alors c'était une question qu'on s'est posée dans le cadre du programme de fidélité, de dire est-ce qu'on laisse tout gratuit ou est-ce qu'on ne donne accès. Alors non seulement c'est gratuit, mais aussi à tous, j'ai envie de dire. Et il faut que tu sois encarté pour y avoir accès? Comment ça fonctionne? Parce que là, en tout cas, oui, il faut avoir un compte Decathlon. Et le fait d'avoir un compte fait qu'on a aussi le programme qui va avec. C'est aussi parce que là, je me posais la question. Moi, j'ai une carte. Je te doute que j'ai une carte depuis longtemps. Et quand j'ai téléchargé pour préparer donc le semi de Boulogne dont je te parlais tout à l'heure, Decathlon Coach, je ne sais pas s'il y a eu une unification entre ma carte de feed et normalement oui, okay. Puisque c'est pas vérifié. Parce que justement donc dans la manière de réfléchir le programme, moi typiquement j'ai pas beaucoup de programmes de fidélité dans mon portefeuille et justement j'avais pas envie, ça a été un avantage finalement de pas recréer des choses que j'avais vécues avant. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu un peu repartir from scratch et de dire comment on crée quelque chose de différent de juste, on va dire, un programme de fidélité transactionnel classique et de dire on va faire quelque chose de différent. Et donc moi, le mantra, c'était de dire comment on fait comprendre aux clients que chaque fois qu'il a une interaction avec Decathlon, tout type d'interaction et pas que l'achat, il y gagne. Il gagne quelque chose. Et donc, typiquement, le fait de faire du sport avec Decathlon Coach, de faire des séances, ça génère des points sur le programme de fidélité. Ah ok, tu vois, j'ai pas vérifié, il faut que je regarde. Donc, tu vois, c'est que la proposition de valeur est pas encore suffisamment claire, il faut qu'on la travaille. Mais tu sais, quand je te disais que j'avais rencontré Benoît Faure, votre nouveau DSI il y a quelques semaines, et je le chambrais un peu en disant, attends, j'ai passé 6 semaines à m'entraîner avec des 4 coachs, j'ai jamais reçu une pub pour acheter un short ou une paire de baskets. Il m'a dit oui, je sais, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais c'est intéressant ta remarque parce que c'est aussi un équilibre à trouver. Nous, sur la partie marketing, Decathlon, historiquement, on n'était pas des champions du marketing. On aimait bien être sur la proposition de valeur produit et se dire que finalement, le reste était un peu une conséquence. Et avec les tendances aussi, le e-commerce, on a beaucoup progressé dessus sur l'approche marketing de la chose. Et donc, le programme de feed est devenu un peu une synthèse de ça, de dire... on veut en faire quelque chose qui s'inscrit dans une stratégie plus large pour Decathlon, d'avoir un échange et des interactions avec ses clients beaucoup plus fortes. Et c'était pas que sur l'acte d'achat et donc une pub de dire il y a une belle promotion, pense-y, mais c'était aussi de dire t'as couru 10 fois. Est-ce que tu as pensé à changer tes chaussures parce que tu vas risquer une blessure? C'était aussi d'utiliser cette data pour la transférer, pour la donner à nos concepteurs produits et dire voilà, tu as de la data pour te dire comment c'est utilisé, à quelle fréquence. En fait, on voit vraiment ça comme une manière pour nous d'avoir une interaction avec nos clients qui nous permettent de progresser et de proposer toujours des choses meilleures. Pas forcément une approche marketing purement transactionnelle. À l'américaine, on va dire. Ouais, c'est ça. On a une approche un peu particulière du marketing. Tout à l'heure, tu citais Oka. Ouais. Moi, je suis assez impressionnée de voir le move, l'explosion de cette marque. Ouais. C'est un benchmark pour vous? Alors, moi, c'est pas mon domaine de spécialité, mais oui, bien sûr qu'on le regarde, en particulier sur la partie running, notre Keep Run, etc. Après, ce qui est intéressant pour moi, c'est que
au cas, je trouve qu'il y a 2 choses qui ont joué. C'est que, ils ont un super produit, une super proposition de valeur. De nouveau, ils arrivent sur le marché avec toute une chaîne de valeur derrière, from scratch. Donc, ils sont hyper puissants très vite. Et puis après, ils ont pris une place que Nike a laissée. Ouais. Ils ont bénéficié quand même du fait que Nike ait voulu ouvrir ses propres magasins et donc laisser, entre autres sur JD Sport en Europe ou d'autres, tout simplement du linéaire. Ils l'ont pris et puis ils ont fait un carton. Et donc, ils ont fait une sorte d'effet boule de neige très rapide. Mais je pense que ça a joué sur 2 choses. Oui. Une belle proposition de valeur, une capacité à exécuter qui crée une belle expérience qui fait que les clients en parlent et puis reviennent. Évidemment, un bon produit au départ. Et puis après, Nike leur a laissé la place. Et maintenant, sur JD Sport ou autre, on en discutait. Maintenant que les mètres linéaires sont pris, pour Nike, de refaire machine arrière, c'est pas facile. C'est un énorme coût. Et puis même en termes d'acquisition, parce que moi, typiquement, j'ai acheté ma première paire de Hoka alors que j'étais cliente Nike. Et je suis pas sûre de revenir en arrière aujourd'hui. En plus. Donc ça en tant que spécialiste de marketing, tu le sais bien, moi je suis devenue, j'ai compris maintenant ces mécanismes. Le coût d'acquisition d'un client vs le coût d'activation derrière, il est complètement différent, il est énorme. Et donc, avoir une vraie proposition de valeur, c'est l'enjeu premier, parce que si la proposition de valeur n'est pas claire ou pas bonne, il se passera de toute façon rien derrière. Mais être capable derrière de continuer à nourrir sa base, à l'enrichir et à créer une expérience qui fait que le client n'ait plus envie de revenir ailleurs, c'est l'enjeu principal un peu de toutes les entreprises. C'est pour ça que moi, dans les mantras aussi, avec l'équipe, dans ce qu'on travaille, le fait de faciliter la vie de nos clients, en fait, trouver des solutions qui leur permettent d'avoir moins de pénibilité, soit dans l'expérience, mais aussi avec nos produits, aussi dans tout ce qu'on propose, d'anticiper des besoins qui n'ont pas exprimés, mais qui sont des difficultés. Je pense qu'on ne peut jamais se tromper. Si à chaque fois on fait nos projets avec ce service-là, de dire comment on leur facilite la vie, comment on répond à leurs besoins, donc, et plutôt que de se dire on va mettre en place un programme de fidélité pour faire des points, pour faire un taux de churn de X, en fait ça c'est la conséquence de ça. Mais le début à chaque fois il est vraiment de se dire ok, qu'est-ce qui va faire qu'ils aient envie de le prendre, d'y revenir, d'en parler, et qu'à la fin ça va leur apporter une vraie solution concrète. Ouais, non, je trouve ça très juste et en termes de valeur aussi, tu vois, de relation. Exactement. Nous, on a cette chance, on a une chance particulière d'avoir ce type de relation vraiment privilégiée avec nos clients. Ils nous pardonnent aussi parfois pas mal de choses. On a beaucoup testé chez Decathlon. On a ce droit à l'erreur qui fait que on teste des concepts, on les arrête, on les recommence. Et nos clients nous suivent quand même. Ouais. Et après, moi, pour revenir un peu là-dessus, ce que je constate quand même, c'est que justement, on a un enjeu à être clair et accessible. Quand je dis accessible, c'est que l'expérience soit fluide. Parce qu'entre le site, le magasin, là, on va parler de B2B. Vous faites des choses pour les professionnels, mais qu'est-ce qu'il y a de différent ? Pourquoi j'irais sur le service professionnel plutôt que sur un autre ? Voilà, on aime bien souvent créer plein de choses. Par contre, il faut qu'on arrive à le rendre lisible pour nos clients et que dans l'expérience... Et donc, moi, j'ai beaucoup appris sur l'expérience client. Et c'est hyper intéressant. Rien que l'évolution de l'expérience client, sur les 5-7 dernières années, on parle même plus trop d'expérience client. Au début, c'était de la relation client. On est passé à l'expérience client. Je pense qu'on va aller vers autre chose. Ouais. Et tu vois, là, on va partir sur le B2B après, parce que c'est quand même ce que tu fais aujourd'hui. Mais dans l'évolution de l'expérience client que je connais un peu, je suis pas une experte du marketing. Je suis plus une experte de la data, mais forcément, la data dans le marketing est liée. Et c'est vraiment la partie contenu qui a explosé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la feed, l'expérience client, c'était la data. Ouais. Ce qu'on disait, l'unification des profils. Et puis, le contenu, c'était important, mais c'était moins, on va dire, moins important qu'aujourd'hui. Je ne sais pas comment dire le bon mot. Et c'est vrai que là, depuis moi que j'ai rejoint Adobe il y a bientôt 5 ans, en plus, dans une entreprise qui est quand même très focus sur le contenu, la création de contenu, la création d'assets, le truc a complètement explosé, et avec évidemment l'IA générative et les profusions de contenu aujourd'hui qu'on a sur TikTok, sur toutes les plateformes de réseau, ça devient vraiment un vrai nouveau sujet expérientiel en fait. Oui, et puis il y a une notion, en plus c'est le cas chez nous, toujours un peu cette question entre le retailer et la marque. Et donc de plus en plus, il faut des sortes de points... des sites, mais pas que les différents canaux, réseaux sociaux, autres, pour parler de la marque. Et donc, la proposition de valeur, le Golden Circle, le Why What de Simon Sinek, c'est vraiment ça. Pourquoi on vous propose des produits ? En fait, qu'est-ce qu'on veut résoudre ? À quoi on veut répondre ?
Mais en même temps, il faut être un très bon commerçant. C'est-à-dire après, pouvoir passer une commande, avoir potentiellement du service associé, voire de la personnalisation. Et ça, je trouve que c'est ce sur quoi on est tous en train d'aller, parce qu'il y en a d'autres qui l'avaient commencé il y a un moment, mais là, de manière massive, tout le monde est en train de passer à ça. Et c'est des vrais enjeux, en effet, de création de contenu rapidement, parce qu'il faut il faut les enchaîner, d'aller toucher aussi des segments très différents. Nous, on est assez généralistes. Donc, entre toucher un performeur, toucher un jeune qui débute ou toucher un senior qui se remet à bouger, nous, on a envie de toucher tous ces gens-là. Ouais. Et donc, en termes de cible, la famille évidemment, la montagne, évidemment, la famille. Et donc, tous ces contenus, d'un point de vue marketing, idéalement, il faudrait dire, OK, c'est quoi ma segmentation client, c'est quoi ma cible, c'est quoi mon persona, par rapport à ce personnage, je fais un contenu. Nous, on a quand même des vraies questions de dire comment on est suffisamment large, mais qu'on arrive à être pertinent sur un. Nike est très fort sur la perf, par exemple, mais beaucoup moins sur l'accessibilité famille. Nous, on est beaucoup plus là-dessus. Donc, oui, il y a des gros enjeux. Et moi, j'avais été impressionnée au dernier événement. Ouais, j'avais trouvé ça incroyable. Pour parler de l'IA, oui, sur la capacité à créer tout ça et à le faire de manière qualitative et rapide, parce que c'est quand même un effort conséquent pour les entreprises. Et donc d'être beaucoup plus fort là-dessus. Mais tu l'as dit tout à l'heure en citant, il y a une notion on appelle ça le fast to market, tu sais, la capacité d'aller beaucoup plus vite pour créer du contenu. C'est-à-dire qu'avant, où quelque chose prenait 3 semaines, aujourd'hui, ça prend 3 minutes. Ouais. Et donc, ce temps fait qu'on peut créer de plus en plus de contenu. Et on voit bien que comme on est dans une économie de l'attention, on compte sur des contenus de plus en plus impactants, personnalisés, pour aller capter l'attention du consommateur ou du client. Ouais. Et c'est là où moi je pense, en tout cas moi sur le domaine que je porte, on est moins dans ce temps court quand même. En tout cas, en particulier sur les professionnels, on est plus sur un temps long. On ne crée pas l'envie par un contenu rapide, parce que par définition sur les professionnels, souvent le besoin il est réfléchi. Et donc, ce temps long, pour l'instant, ce temps court, on est un peu moins concerné sur la partie B2B. Sur la partie B2C, c'est les tendances du marché, donc il faut voir comment être capable d'y répondre. Mais c'est vrai que chez nous, on est vraiment sur une relation long terme avec nos clients. Et donc, on est peut-être un peu moins dans cette mouvance. Ce que je ressens là, quand je t'écoute, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que finalement, la stratégie que vous avez vis-à-vis de vos clients, elle pourrait être assimilée à la stratégie d'une banque. Tu sais, parce que finalement, quand tu es client bancaire, l'objectif, c'est d'avoir un client qui va acheter plusieurs produits, mais qui va aussi faire en sorte que toute la famille devienne cliente de ta banque. Et donc, si moi, je suis cliente Decathlon, tu as intérêt à ce que finalement, mes 3 enfants aussi prennent l'habitude, comme ils ont pris l'habitude d'aller soit en ligne, soit en magasin avec moi pour acheter leur tenue pour aller au ski ou pour aller faire du sport, et bien finalement, qu'ils restent des clients Decathlon une fois qu'ils sont eux-mêmes... on va dire adultes et qui font eux-mêmes leurs achats. Exactement, mais c'est pour ça qu'il y a une notion d'expérience et une notion aussi de lien en fait qui se crée. Transmission, moi je dirais. Il y en a plein qui se souviennent peut-être de leur premier vélo, la première fois qu'ils ont été au ski, le premier ballon. Voilà, nous on aime faire partie de ces moments-là de souvenirs des gens, et en l'occurrence des Français, pour qui est cet aspect émotionnel finalement avec la marque. Et parce que nous, on a envie d'être présents dans ces moments-là. Et le B2B, pour le coup, l'activité que je représente, on aide à ça parce que les clubs, les associations, les écoles... Alors vas-y, c'est qui les clients B2B de Decathlon alors ? C'est donc les écoles ? Les écoles, tout ce qui est en fait institutions publiques, les communautés de communes, de manière plus large, tout ce qui est public. Des clubs de sport ? Et donc, après, toute la partie, évidemment, club et association. Club étant ceux qui sont liés à une fédé et asso de manière plus globale. Et après, tout ce qui est aussi entreprise, ça se développe beaucoup. Le fait de pouvoir faire pratiquer du sport, faire bouger ses collaborateurs et monter des salles de sport, des événements sportifs. Donc voilà, on a un peu ce triptyque-là, institution publique, école, enseignement et la partie entreprise. Et donc, c'est un terrain de jeu fantastique pour nous, parce que on a beaucoup de clients, heureusement, qui viennent chez nous en France, c'est super, mais il y en a aussi qui ne viennent pas. Et ceux qui ne viennent pas, de faire découvrir nos produits par cet intermédiaire-là dans des lieux de pratique, c'est aussi un bon moyen de leur faire découvrir nos produits. Donc moi, je disais, j'ai 3 garçons qui ont 9, 12 et 12. On est en plein dedans. On n'a pas la pub. T'as des jumeaux ? Oui, j'ai des Bravo. jumeaux. Merci. On n'a pas les pubs à la télé. Pour autant, ils veulent du Nike. Ils veulent du Adidas. Ils veulent...
ce que portent leurs idoles. Et donc moi, quand je leur dis on va aller acheter du Keepsta, Non. voilà, alors non, je tiens encore. Et puis en fait, je leur fais tester les produits et ils sont contents. Ouais. Et ils sont contents. Et donc voilà, de se battre sur le produit. Et puis après, d'un point de vue marketing, on a beaucoup progressé. On a Griezmann, on a Teddy Riner, on a beaucoup plus d'athlètes maintenant. Mais voilà, on a un enjeu à aller sur des terrains de jeu où nos concurrents, pour le coup, sont pas mal et investissent beaucoup. Et puis nous, on les récupère un peu tard, finalement, la jeune génération. Mais de manière plus globale, dans les clubs, dans la pratique, nous, on a un vrai rapport technique aussi, quand même, aujourd'hui, de marque. Et donc, d'aller sur ces lieux de pratique, c'est d'aller aussi participer à la vie de la communauté, finalement. Aujourd'hui, faire du B2C, un client, toi, moi, on achète pour notre vie quotidienne, on achète pour notre famille, nos enfants, nos proches, et on achète aussi dans le cadre de notre travail. Et donc, moi, j'essaye vraiment de considérer le client comme une personne à part entière qui, aujourd'hui, on n'accompagne que dans une partie de sa vie. Et donc, moi, mon enjeu, c'est de voir comment on l'accompagne sur l'autre partie, dans ces moments associatifs, qui est quand même une grosse partie de la vie des gens. Oui, ou en tant que chef d'entreprise, pouvoir bien sûr, de pouvoir lui permettre aux entreprises de faire vivre le sport au quotidien. Là, on a signé un partenariat aussi avec des marques d'hôtels pour faire du sport aux gens dans les hôtels. Et voilà, comment aussi prendre cette place qui, en plus, on est souvent attendu. Les gens sont contents de nous voir, on dit « Ah, super, on ne savait pas que vous faisiez ça ». Donc moi, j'ai un enjeu, pour le coup, d'awareness très fort sur notre activité. D'où le podcast, c'est super. D'où le podcast. Voilà. Mais justement, est-ce que tu peux expliquer un peu, donc vous utilisez aujourd'hui Adobe Commerce pour votre site pro pour la France. Ouais. Comment ça marche? Comment tu fais pour aller chercher ces clients pour qu'ils aillent sur votre site pour acheter, par exemple, des tapis pour leur salle de sport, pour leur entreprise? Alors, on fait des choses classiques, SEO, SIA, voilà. Et après, on est sur les réseaux sociaux. Donc, on parle de nous de différentes manières, sur tous les canaux, finalement, de communication classiques. On est dans les magasins sur des endroits spécifiques, évidemment, plutôt dans les sport co ou autres, avec de la PLV magasin. Ouais. Et puis après, on a des commerciaux. Exactement. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, dans l'équipe France, il y a à peu près 60 commerciaux. Ah oui, quand même. Ouais, mais qui sont plutôt en mode CRC, en tout cas centre de relations clients, on appelle, mais c'est des vrais commerciaux qui sont dédiés plutôt par type de cible. Qui envoient les clients sur le site après pour commander? Alors, ou pas? Alors ça peut, mais idéalement, moi mon enjeu, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a depuis 2019 à peu près l'ancien Magento, maintenant Adobe Cloud Commerce, c'était pour ça, parce qu'on faisait un peu moins de 10 millions sur notre site, et on en va finir avec à peu près 40 cette année, c'est parce que notre site n'était pas suffisamment costaud pour les envoyer là-dessus. Bien sûr. Et donc l'efficacité et donc le temps passé par commande était trop important pour arriver à sortir une rentabilité suffisante. Donc, on a investi là-dedans pour se dire on va laisser ce qui peut être fait de manière autonome par nos clients sur un site e-commerce marchand classique, mais qui soit suffisamment stable, qualitatif, d'où l'utilisation aujourd'hui. Donc, nous, ça nous a vraiment permis de faire un gros scale et donc de basculer une partie de notre activité sur des commandes autonomes par le client, qui sont quand même un peu plus spécifiques qu'un site B2C classique, puisqu'il y a entre autres des moyens de paiement un peu spécifiques, il y a tout ça. Mais voilà, qui a permis de basculer une partie de notre activité et puis ramener vers un site internet avec le trafic, etc. C'est aussi un moyen d'augmenter notre capacité à faire des commandes. Voilà. Et donc, il reste des équipes après commerciales qui accompagnent le client, ce que nous, on appelle la commande assistée, qui permet aussi d'être en mode conseil, parce que quand on fait des commandes avec un certain montant, on n'a pas envie non plus d'aller sur un site pour acheter 20 000 euros pour faire une salle de fitness. Donc, on a un accompagnement, c'est presque un peu des projets. Après, on passe sur du grand compte. Et là, un accompagnement personnalisé avec du conseil, de l'accompagnement à la commande. Et donc là, c'est plutôt dans notre bac que nous, on traite la commande. Je me souviens, quand on s'est vu pour le Summit, on avait déjeuné avec personne qui travaille chez Stellantis. Et c'est vrai que quand on a travaillé sur le projet e-commerce de Stellantis, pareil, quelqu'un qui achète une voiture de bout en bout, même si c'est pas un pro, en fait, il y a tellement d'intervenants entre le financement de la voiture, le concessionnaire. Donc, en fait, finalement, c'est pareil. Tu peux avoir une partie de ton parcours sur le site e-commerce pour acheter ta voiture et potentiellement, tu fais le check-out chez les concessionnaires. Et là, je pense qu'on est un peu pareil. Exactement. En fait, on est de facto omnicanal. C'est pour ça que moi, je regarde le canal, mais on a un enjeu dans le travail de l'expérience à le regarder de manière globale et à dire
où est-ce que ça fait plus sens que le client, à un moment, atterrisse. Mais à la fin, c'est le client qui choisit. Si pour X raison, même pour une commande à X, il souhaite avoir quelqu'un au téléphone, il faut être capable de répondre à ce client-là. Donc, tu te fais un site e-commerce hyper customisé, en fait. Exactement. Et donc, sur le site e-commerce, il y a aussi beaucoup de contenu. En l'occurrence, pour des professeurs des écoles ou autres qui veulent trouver comment faire du sport, on a des partenariats avec l'UFOLEP, l'UCEP, pour aussi travailler de manière pédagogique. Typiquement, là, c'est un cas pour une école d'acheter du matériel pour faire du sport dans la cour. Mais en fait, le prof de sport, lui, il ne sait pas forcément quoi leur faire faire. Donc, nous, on lui fournit finalement des séances qu'il peut appliquer. Voilà, c'est là où on dit on se veut autre chose que vendre un produit. On se veut aussi, surtout, être un accompagnant. On appelle ça travailler en équipe. On veut travailler en équipe avec les organisateurs du sport qu'on sert finalement. Et ça, c'est hyper important parce qu'eux, ils sont en attente de ça. Souvent, c'est des gens qui ont des problématiques de financement, qui ont des problématiques de temps. Pour tout ce qui est associatif, voilà, ils le font bénévolement. Donc, il faut être très bon sur comment, évidemment, on trouve une solution pour acheter des produits, parce que c'est souvent le besoin primaire, mais aussi comment on lui facilite la vie dans le fait d'avoir des possibilités d'avoir des étapes de commande pour faire un devis qui va aller envoyer à un trésorier, qui va le valider. Il n'est pas tout seul à décider potentiellement. En moyenne, c'est à peu près 7 à 8 personnes sur une commande B2B. Et ça, c'est un vrai change par rapport au B2C. Hein. Quand moi, je discute avec mes collègues du B2C, pour eux, on fait une campagne, après, le client, il appuie, et puis c'est fini. Quoi. Alors, nous, ça ne passe pas du tout. Imagine-nous, tu vois. Nous, la vente complexe qu'on passe ensemble. Voilà, là, c'est quasiment des partenariats et du très grand compte. Où, en effet, c'est des projets long terme d'investissement. Et c'est normal, on a besoin d'un accompagnement, il y a tout le temps avant. Donc c'est pour ça que je disais, c'est aussi un temps différent. On est assez peu sur de la réponse à un besoin urgent. Instantané, en fait. Instantané. Real time. C'est souvent des choses un design actif. Par exemple, on a toute une gamme de design actifs, les peintures au sol qui permettent de pas investir dans des gros investissements lourds de structure, mais qui permettent, avec une cour qui est un peu triste, de mettre la couleur et que les enfants jouent avec des sortes de marelles, mais version beaucoup plus poussée. Entre le moment où la mairie se dit « je vais le faire » et puis le moment où elle signe et puis c'est mis en place. Encore plus une mairie. Bien sûr. Encore plus en ce moment, là, cette année, c'était pas facile, j'avoue. Et en même temps, c'est ça qui est bien aussi dans l'aventure, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens, et qu'il y a une vraie collaboration qui s'instaure pour, à la fin, arriver à avoir quelque chose. Là, maintenant, tu t'occupes de la plateforme B2B, mais au niveau international. Ouais. C'est qui les clients, le client B2B aux US, par exemple? C'est quoi le profil? Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, en effet, c'est... j'anime pas en direct, on va dire, tous les patrons B2B partout. Là, c'est vraiment... ce qui est le cas pour la France. Mais là, c'est vraiment de mettre à l'échelle et de leur donner les moyens de bien le faire. Parce qu'on est les seuls à avoir la solution, entre autres, e-commerce que nous avons. Parce que c'est l'historique. Parce qu'à un moment, notre activité a été en dehors de Decathlon. C'était une filiale, en fait. D'accord. Donc, ils ont pu faire leur propre choix, etc. Et donc là, nous, notre enjeu, c'est comment on met ça à disposition de tout le monde et on fait quelque chose de beaucoup plus, ce que nous, on appelle united, donc pour l'ensemble des pays. Et donc, ça dépend vraiment des pays. Par exemple, l'Inde, c'est beaucoup entreprises. Parce que les associations sportives, toutes les structures institutionnelles, c'est pas du tout comme en Europe. En Asie, il peut y avoir les deux, mais plutôt avec des partenariats très forts je sais pas, le Club Med en Chine qui veut du matériel ou d'autres grosses entreprises installées qui veulent avoir du produit de manière massive. Après, on peut avoir des clients, mais on le fait assez peu aujourd'hui, et ça fait partie des enjeux, d'arriver à servir un client sur plusieurs pays. Ça, on ne sait pas bien le faire aujourd'hui, parce que justement, on n'est pas équipé pour. Donc, on est quasiment obligé de faire pays par pays. Ça va. Et donc, ça ne va. Donc, ça, c'est pour un client global, tu peux pas. Exactement. Donc, on a des clients qui attendent que ça de travailler avec nous, qui viennent nous voir, on a cette chance, et qui disent, moi, j'ai 50 sites dans le monde, quand est-ce qu'on bosse ensemble? Aujourd'hui, on n'est pas obligé de le faire manuellement, quoi. Manuellement, et puis il y a quand même des enjeux après d'export, de taxes, enfin voilà. Et donc, mon travail, c'est justement de mettre en place un modèle qui nous permette de répondre à ces clients. Et après, sur chaque pays, d'aller servir le projet qui est le nôtre, qui est vraiment d'aller faciliter la vie des organisateurs du sport et aller impacter positivement plein de communautés, finalement. Et donc ça dépend pays par pays. Aujourd'hui, on est quand même plutôt, installé sur l'Europe, d'un point de vue B2B. Mais l'Asie est un énorme marché. Les US aussi, mais c'est plus dur d'y rentrer pour plein de raisons. Et après, le LATAM, on en a vraiment partout. Et l'Inde,
qui est sur une approche, c'est quand même assez protectionniste en fait. On ne sait pas toujours l'Inde, mais on peut pas y aller comme ça. Donc voilà, c'est plutôt avec des entreprises ou même des institutions publiques très drivées. Et en France, on est à peu près 50% plutôt pour les administrations et moitié-moitié entre le club et les entreprises. Et moi, je voudrais qu'on aille chercher beaucoup plus de clubs. On va finir par reparler de toi. Tu as démarré ta carrière chez Decathlon, tu avais 22 ans. Tu disais que rapidement, tu as eu une équipe de management. Ouais. Comment tu pourrais dire que tu as fait évoluer ton style de management quand tu avais 23 ans, 24 ans à aujourd'hui? Je me suis beaucoup trompée déjà, donc j'ai beaucoup appris. On a cette chance d'avoir le droit à l'erreur chez Decathlon. Alors des fois des erreurs dont on a conscience, puis des fois des erreurs dont on prend conscience après. Mais en gros, ce qui a beaucoup évolué, je pense que j'ai gagné en indulgence. Parce qu'au début, on arrive avec plein d'idées préconçues. Il y a un peu, on est manager. Alors moi, mon mode de management, c'est plutôt très humain, donc j'ai toujours été à l'écoute. Et puis on a des valeurs communes aujourd'hui quand on rentre chez Decathlon. Donc, mais c'est vrai que de faire respecter un cadre au début, c'était un peu la manière que je connaissais, puisque n'ayant pas d'expérience, on dit on nous donne un cadre, on essaye de le faire respecter plus ou moins à la lettre. Et puis en se prenant différentes situations difficiles à gérer sur quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui veut une absence pour X raison. Au début, on dit non, puis finalement, on met un peu plus d'eau dans son vin. De faire la différence aussi entre ceux qui, au quotidien, sont ultra engagés et puis ceux qui le sont peut-être un petit peu moins, d'arriver parfois à sortir du cadre pour ceux qui ont démontré parce que eux ils l'ont mérité à ce moment-là et qu'en fait c'est pas grave et que même ça renforce le lien. C'est des petites choses dont on parle, c'est pas donc de rajouter de la souplesse. Et puis à cette période-là, moi j'ai vu comme une grosse différence entre le moment où le télétravail n'existait pas et puis le moment où le télétravail s'est mis en place. Mais voilà, mais sinon dans le mode de management, beaucoup de confiance. Moi dès le départ, je donne beaucoup de confiance. Après, si je vois que c'est pas le cas, c'est un peu plus dur pour moi. Et donc, là où j'ai grandi en expérience, c'est de donner un cap, de travailler un projet ensemble. Et puis ceux qui, pour X raisons, sont pas au rendez-vous, de le travailler avec eux, de s'adapter à ça aussi, pour aller vers plus de performances collectives. Mais globalement, non, là où j'ai gagné en stress aussi, parce qu'au début, c'est stressant, manager une équipe, on a 22, 23 ans. Je me suis retrouvée à recruter des gens alors que j'étais recrutée 2 semaines avant. Je me souviens, j'ai dit, mais j'ai le droit de lui faire signer un contrat? Bah oui, c'est toi qui as le droit. Donc ça, c'est quand même très tôt. Et puis de faire face à plein de situations très humaines, finalement. Des gens qui ont des difficultés de vie, des gens auxquels on n'est pas forcément nous préparés. Et la vie professionnelle, certes, il y a comment dire... est cloisonné, mais en vrai, les gens qui arrivent le matin, ils arrivent avec leur bagage aussi. Et donc d'arriver à finalement, au fur et à mesure du temps, beaucoup mieux s'adapter à la personne qu'on a en face. Et donc de ne pas faire un management global, mais un management beaucoup plus adapté à la personne. À la fois sur ce qu'elle vit, ce qu'elle est capable de faire, et dans son mode de personnalité, on fait pas mal de formations diverses et variées pour comprendre les différentes personnalités. Je pense que c'est peut-être là où j'ai le plus progressé avec l'expérience, de comprendre qu'on fonctionne pas tous pareil. D'abord, tu as commencé à le faire sur toi ou pas? Oui, alors le sport de haut niveau aide à ça aussi. Oui, justement, je voulais que tu me dises comment tu avais utilisé le basket à haut niveau. Déjà sur la gestion de stress, moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir une certaine constance dans l'humeur, de pas paniquer quand on voit on avait quelque chose de pas prévu par définition, comment on fait, d'être au cœur d'un collectif pour servir un projet, ça aide beaucoup, et puis d'être dans un niveau d'engagement fort. Et donc de dire ok, là c'est un peu dur en ce moment, mais c'est pour avoir mieux après, parce qu'on sait qu'il y aura une période un peu plus calme, donc là c'est la période de préparation physique, mais c'est pour être performant au moment où on va arriver sur des matchs, quoi. Et au niveau professionnel c'est un peu pareil, on sait qu'il y a des périodes qu'il faut pas louper, qui sont importantes, et d'être prêt finalement mentalement à ça, et d'être capable d'avoir un gros niveau d'engagement sur certaines phases, sans avoir peur de ce que ça va... est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que ça va gérer? Ça, c'est... Juste, je me prépare. Ouais. Quoi. Voilà. Et puis, du coup, à un niveau de confiance important. Je pense que le sport aide à ça. De dire, OK, je sais qu'il y a des choses, je vais bien les faire. Il y en a d'autres, je vais pas bien les faire. Mais c'est pas grave, on va progresser, en fait. Le sport, c'est ça aussi beaucoup. On progresse au fur et à mesure du temps. On se voit progresser. Donc, quand au niveau professionnel, il y a des choses que j'arrive pas à faire tout de suite, je me dis, c'est pas grave. Quand sur un programme de feed, j'y connais rien au marketing, je vais y arriver. Quelqu'un va m'expliquer. D'avoir aussi cette capacité à demander aux gens, à s'entourer. Parce qu'on ne sait pas tout et c'est pas grave. Et pareil, voilà, de le faire avec son équipe. Et après, dans ce que j'ai utilisé du sport, c'est aussi que chacun a son rôle à jouer.
en tant que leader, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir les bonnes personnes par rapport à ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ont envie de faire, et d'arriver à avoir à la fois des personnalités, donc pas que des gens qui se ressemblent, et d'arriver à ce qu'il y ait une dynamique collective qui prenne, quoi, une sorte de mayonnaise qui prenne. On le voit dans les meilleures équipes en sport. Des fois, il y a les meilleurs joueurs individuels. Pour autant, c'est pas pour ça que ça fait une équipe. Et donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Dans les gens que je choisis, qui sont dans mes équipes, je prends vraiment des points communs sur les motivations intrinsèques, de servir le client, d'être au service du collectif, d'aimer gagner aussi. Moi, je joue pour gagner. J'ai pas de problème à perdre si j'ai donné le max. Mais je joue quand même pour gagner, quoi. Et je retrouve beaucoup ça dans les équipes avec qui je travaille, de dire, OK, on tente. Après, peut-être qu'on n'aura pas réussi. On fera notre débrief, mais on tente, on la joue pour gagner, quoi. On la joue pour être au top et au service du collectif avant tout. Voilà. Aussi, quand la personne est en difficulté, c'est en équipe qu'on essaye de trouver des solutions. Tu as vu une évolution, c'est une question que je me pose toujours, de toi, manager avant d'être maman, et toi, manager après être maman? Beaucoup. Moi, ça m'a aidé beaucoup. En fait, ça m'a aidé pour le coup vis-à-vis de moi à me dire, OK, je pourrais pas tout faire, c'est cuit. Avant, j'essayais de tout bien faire. Tout. J'avais mes mails impeccables tout le temps. Un peu contrôlante. Ouais, alors beaucoup plus vis-à-vis de moi, sur un haut niveau d'exigence. Mais je faisais le max, quoi. Vraiment à dire, je dois être nickel, on va dire. Sur ce qu'on attend de moi, d'être à l'heure dans ce qu'on me demande de délivrer, etc. Donc je dis pas que ça a changé après, mais ce qui a changé dans l'état d'esprit, c'est d'accepter que parfois ce sera pas possible. Le fait d'avoir des enfants, en plus moi j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Approché, ouais. Donc, dont des jumeaux. Et donc en plus après je suis passée à 80%, j'ai fait 50-80%, et j'ai gardé quand même des responsabilités managériales. Et je m'étais posé la question, est-ce que je garde des responsabilités managériales ou pas? Et j'ai eu la chance d'avoir un leader qui m'a dit, écoute, moi, c'est toi qui choisis. Moi, j'avais peur qu'on me dise, si t'es à 80%, tu peux pas. Et en fait, tu me dis, mais c'est comme tu veux, c'est toi qui t'organises finalement. Et donc, j'ai dit, banco, j'essaye. Et finalement, ça s'est bien passé. C'était pas facile, parce que t'as un jour en moins. Mais ça s'est bien passé. Mais ce que ça m'a appris à faire, c'est à accepter que quand tu rentres, tu dois t'occuper de tes enfants, donc tu dois couper, en fait. Donc, ça m'a aidé à couper. Et ça m'a aidé à bien le vivre. Parce qu'en fait, je savais le faire aussi, mais je le vivais pas bien. Là, ça m'a aidé à dire, c'est tout, c'est comme ça. Le mail lambda que je devais envoyer, je ne l'ai pas envoyé. Et donc maintenant, même aujourd'hui, il y a des trucs auxquels je ne réponds pas. Parce que ça m'a aidé à identifier beaucoup plus facilement l'urgent de l'important. Et là, dire, OK, il y a l'urgent, là, il y a l'important, parce que de toute façon, ma journée, elle fait 24 heures. Si je veux pouvoir la répartir, j'ai pas le choix. Et ça m'a aidé aussi vis-à-vis des autres, à mieux comprendre entre eux ceux qui avaient des familles ou qui étaient dans des situations, même des gens qui sont accompagnants ou autres, que... On peut pas demander à tout le monde d'être au top tout le temps et être d'engagement à 20 heures par jour. Et donc, et c'est peut-être pas grave, en fait. Et qu'on arrive à faire les 99% et que le 1%, il coûte très cher en temps, en énergie, en stress. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et à relativiser aussi. Moi, des fois, je dis aux équipes, évidemment, on joue pour gagner. Donc, voilà, on s'y met à fond. On sent la sportive en toi. Mais si pour X raisons, surtout, on a beaucoup d'interdépendance maintenant, on est une entreprise complexe. Ce qu'on voulait faire, on n'y arrive pas, on le fera. On n'est pas médecin, en fait, on sauve pas des vies non plus. Voilà. Et donc, de relativiser, les enfants, ça aide beaucoup à ça. Parce que quand on rentre, eux, ils nous animent. Moi, je me fais animer par mes enfants aujourd'hui. C'est plus eux qui m'animent que l'inverse. Et donc, ça permet de gagner en humilité, aussi à redescendre et à dire, qu'est-ce qui est l'essentiel, finalement. Nous, quand on rentrait chez Decat, on était à fond. Je dis pas que les gens sont pas à fond, mais le mode de fonctionnement a changé. Avant, il n'y avait pas de télétravail, donc déjà, de facto, on se voyait tous les jours de 8h30 à 19h30. Là, tout a changé. On doit animer des équipes qui parfois sont là, parfois sont pas là, avec des rythmes différents. Donc, managérialement, ça a beaucoup challengé le mode d'animation. Là où avant, on était un peu en effet de corps, un peu famille. Ça, c'est resté, mais avant, on était un peu tous tout le temps là. D'accord. Là, il faut arriver à beaucoup plus faire encore confiance il va avancer sur ces sujets, elle va avancer, mais on la voit pas, mais on la verra 2 jours plus tard. Voilà, donc le management que moi j'ai appelé un peu plus baladeur, qui avant était une partie, mais pas la plus grosse, là est beaucoup plus forte. Dire je te fais confiance, on met des moments de débrief. Là avant, on se voyait tout le temps, donc en fait, on n'avait pas besoin de off finalement. On va conclure, mais j'aimerais bien savoir si tu as eu un modèle qui t'a inspiré. C'est une bonne question. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup.
C'est des discussions que j'ai eues pas mal, parce que moi, j'ai pas eu, en tout cas dans les domaines au départ, de figures vers laquelle... alors, des figures masculines, oui. Par exemple? Et alors, moi, j'ai pas une figure. Moi, j'aime bien piocher plein de choses chez plein de gens. Des choses sur quelqu'un qui va être très fort à l'oral, quelqu'un qui va être très fort avec ses équipes, dans le management direct ou participatif. Et donc, j'ai pas eu de figure globale qui m'a inspirée, mais plein de gens qui me nourrissent finalement. Et en tant que manager... et après, dans les figures, moi, je trouve que ça manque aujourd'hui, justement. C'est pour ça que j'ai accepté de venir aussi dans les figures féminines. Moi, j'ai pas eu de modèle. Et je trouve que c'est dommage. Moi, j'aimerais qu'on puisse plus facilement se projeter. Et ça se relie à pourquoi on n'a pas de modèle. C'est quand même un vrai sujet. Donc voilà, c'est des choses, moi, c'est des sujets sur lesquels j'en discute avec des groupes chez Decat ou avec d'autres femmes. On essaye on n'a pas de notion de révolution du tout, hein, mais de dire comment on se donne la possibilité d'être plus visible finalement. Et moi, je trouve que ça se joue beaucoup au niveau de la confiance. Moi, j'ai souvent proposé des choses à des femmes qui venaient pas me le demander, mais moi, j'allais les voir pour leur dire, je pense que tu vas être la bonne personne. Elles me disent, non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Je dis, mais je suis sûre, t'as tout. Et donc, ça se jouait sur la confiance. Je disais, mais viens avec moi. Et ça va bien se passer, puis on essaiera ensemble. Et en fait, elles étaient incroyables. Et donc, moi, je pense que pour avoir des modèles, il faut déjà que tout le monde ose plus. Dans les femmes, entre autres sur la tech, il faut qu'on ose le prendre, en fait. Et donc, parfois, se battre un peu pour. Mais moi, quand on m'a proposé les solutions informatiques, j'étais pas du digital pur, mais j'avais toujours aimé ça de différentes manières. Je me suis dit, mais est-ce que je suis la mieux placée pour prendre des solutions digitales alors que j'ai pas un diplôme en digital, quoi? Et finalement, je me suis dit, en fait, prends-le, et puis on verra bien. Et en fait, la légitimité, elle se construit aussi sur d'autres sujets. Puis après, on apprend. Moi, j'avais animé une équipe, c'était de l'infra en entrepôt, qui faisait le réseau, tous les serveurs. Et en fait, j'ai appris plein de trucs. Donc, je pense que ça joue beaucoup sur la curiosité et la confiance. Voilà. Après, il y a des grandes patronnes en France qui m'ont inspirée, voilà, plus ça. Mais chez Decat, malheureusement, pas beaucoup. Mais bon, je désespère pas, il y en aura. En tout cas, c'est une très jolie conclusion. J'avais pas envie du tout de t'arrêter. Merci beaucoup pour ce moment. C'était super. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.